Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. J-1 avant la deuxième séance parlementaire pour l'élection d'un nouveau chef de l'État. Tamam Salam rejette une nouvelle fois la prise en charge du pays par son gouvernement en cas de vide présidentiel. Rassemblement massif à Beyrouth des fonctionnaires et des enseignants pour l'approbation de la grille des salaires. Les manifestants se disent prêts à tout, y compris à la grève ouverte si nécessaire. Au moins 45 morts et une centaine de blessés dans la chute d'obus de mortier sur un institut d'études religieuses du centre de Damas. À Homs, un double attentat fait 37 morts, dont des femmes et des enfants. Et à suivre également dans ce journal, Proche-Orient, nouvel échec des négociations de paix israélo-palestiniennes. Mahmoud Abbas se dit prêt à continuer les pourparlers s'il porte sur le tracé des frontières et le gel de la colonisation. J-1 donc avant une nouvelle session parlementaire. Demain, place de l'Étoile pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Tamam Salam assure que les déclarations sur la prise en charge du pays par son gouvernement en cas de vide présidentiel constituent une coupe amère que ses ministres refusent de boire. Le Premier ministre a souligné l'importance du déroulement de l'échéance présidentielle dans les délais constitutionnels. Le premier tour de la présidentielle qui s'est tenu mercredi dernier n'a pas débouché sur l'élection du successeur de Michel Sleiman, dont le mandat s'achève le 25 mai. Ils sont venus par milliers à l'appel à la grève lancé par le comité de coordination syndicale. Enseignants des écoles privées et publiques et fonctionnaires ont manifesté ce mardi pour marquer la fin du délai des 2 semaines que s'était fixé le Parlement pour achever l'étude des moyens de financer la grille des salaires du secteur public. Les grévistes se sont d'abord rassemblés devant la Banque du Liban à Hamra pour interpeller le gouverneur Riyad Salameh. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Beyrouth, traitant ses responsables de voleurs et de corrompus. Les organismes économiques libanais, les institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne cessent de mettre en garde les députés et l'opinion publique contre les dangers de l'adoption de cette grille de 2000 milliards de livres libanaises pour les finances et l'économie du pays. Les manifestants ont fini par se rassembler place Riyad el-Salah dans le centre-ville de Beyrouth, non loin du Parlement. Ils estiment n'avoir plus rien à perdre. Ils sont prêts à tout, y compris à la grève ouverte si nécessaire. Nabih Berri va discuter des violations israéliennes de la ligne bleue au Liban Sud avec le commandant-chef de la FINUL, le général Paulo Serra. Le chef du Parlement a indiqué que les affirmations d'Israël selon lesquelles la ligne bleue divise la rivière Ouazani en deux sont fausses et que le Ouazani est intégralement libanais. Il a rappelé que des millions de dollars ont été investis dans des projets libanais sur ces rives. La ligne bleue est une frontière tracée le 7 juin 2000 par l'ONU après le retrait israélien du Liban du 25 mai, retrait qui a mis fin à une occupation de plusieurs décennies. Ces derniers mois, les soldats israéliens ont effectué plusieurs incursions au-delà de la barrière technique au niveau du Ouazani. Et puis, s'exprimant sur la question de la résistance, Nabih Berri s'est demandé comment certaines parties au Liban peuvent la considérer comme un problème et demander le désarmement du Hezbollah alors qu'Israël continue de violer la souveraineté nationale. Le patriarche maronite va accompagner le pape François lors de son voyage en Terre Sainte du 26 au 26 mai prochain. Le quotidien Al-Jumhuriya qui rapporte l'information. Monseigneur Boulosayar qui doit accompagner Marshal al-Rahi lors du voyage. Selon lui, il s'agit d'une visite pastorale. Il a précisé que le patriarche ne voyage pas pour une raison politique ou pour normaliser les relations avec Israël, estimant que tout chrétien du Moyen-Orient a le droit de se rendre en Terre Sainte. Les chrétiens représentaient plus de 18% de la population de Terre Sainte lors de la création de l'État d'Israël en 1948, mais ils sont désormais moins de 2% pour la plupart des orthodoxes. En Syrie, 2 obus de mortier sont tombés sur un institut d'études religieuses dans le centre de Damas. Bilan 45 morts au moins et plus d'une centaine de blessés. La cité scolaire de Badreddin Hosseini accueille à la fois des écoliers du primaire et des élèves du secondaire. L'attaque intervient au lendemain de la décision de Bachar el-Assad de se présenter pour un 3e mandat
lors de la présidentielle du 3 juin. Et puis à Homs, dans le centre de la Syrie, un double attentat à la voiture piégée a fait 30 morts, dont des femmes et des enfants. Les explosions se sont produites aux abords d'un rond-point très fréquenté du quartier de Zahra. Dans un instant, nous ferons le point sur la crise ukrainienne, des proches de Vladimir Poutine visés par les sanctions de Bruxelles et de Washington. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. L'échéance des négociations de paix entre Israël et les Palestiniens prend officiellement fin ce mardi. Constat d'échec malgré les intenses efforts de médiation de John Kerry, qui n'a pas réussi à combler le fossé entre les deux camps. Barack Obama, lui, juge nécessaire de faire une pause dans les discussions qui continuent de buter sur les questions cruciales. Pour une éventuelle reprise, le président palestinien Mahmoud Abbas exige pour sa part que les négociations de paix avec Israël se concentrent en priorité sur le tracé des frontières ainsi que sur un gel de la colonisation. Israël aurait d'ailleurs approuvé la construction de près de 14 000 logements dans les colonies de Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis la reprise des pourparlers en juillet dernier, soit une moyenne de 50 par jour, un rythme sans précédent. Les Irakiens se rendent aux urnes demain pour des élections législatives, les premières depuis le retrait des troupes américaines en 2011. Malgré la violence rampante et les checkpoints, les principales avenues de la capitale arborent les affiches des candidats avec leurs photos, leur nom et celui de leur formation, mais rarement leur programme. Pour beaucoup, ces élections sont l'occasion de changer de dirigeant et d'aller de l'avant. Mais le Premier ministre Nouri al-Maliki devrait être reconduit sur fond de vives tensions confessionnelles. Près de 20,5 millions d'électeurs sont appelés à renouveler un Parlement qui a très peu légiféré depuis son élection en 2010. De surcroît, le bilan du gouvernement est très maigre. Il n'a pas su diversifier l'économie absolument dépendante du pétrole. Le Premier ministre turc va réclamer aux États-Unis l'extradition du prédicateur islamiste Fethullah Gülen, l'un de ses anciens alliés, qu'il accuse aujourd'hui de vouloir déstabiliser la Turquie. Recep Tayyip Erdogan affirme que Gülen, qui est installé en Pennsylvanie depuis 1997, a établi un véritable État parallèle en Turquie grâce à ses relais dans la police et la justice pour le chasser du pouvoir. Erdogan assure que Fethullah Gülen et ses fidèles ont espionné des milliers de responsables pendant des années. Il l'accuse aussi d'être à l'origine du vaste scandale de corruption qui menace son régime depuis la mi-décembre. Direction le Yémen où 10 jours après des raids aériens qui ont fait une 60aine de morts dans les rangs des insurgés, l'armée lance une vaste offensive terrestre. Objectif, déloger les combattants d'Al-Qaïda de leur bastion dans le sud du pays. L'offensive a été déclenchée cette nuit, quelques heures avant l'ouverture d'une réunion des Amis du Yémen à Londres. Réunion qui doit débattre de l'aide promise à ce pays de la péninsule arabique où Al-Qaïda profite de l'instabilité pour consolider sa présence. Près de 70% des insurgés sont des étrangers. Les recherches de l'épave de l'avion de la Malaysia Airlines entrent dans une nouvelle phase. Terminées les reconnaissances aériennes, l'Australie et la Chine vont désormais se concentrer sur l'exploration des fonds sous-marins sur une zone de 56 000 km². Le Premier ministre australien Tony Abbott estime qu'il faudra au moins 6 mois pour la passer au crible. Selon lui, après 52 jours de recherche, la plupart de ces débris gonflés d'eau ont sûrement coulé. Le vol MH370 assurait la liaison Kuala Lumpur-Pékin lorsqu'il a quitté sa trajectoire pour une raison inexpliquée le 8 mars dernier. 239 personnes se trouvaient à bord. Aucune trace de l'épave n'a été découverte malgré le déploiement d'énormes moyens. Seul ce qui semblait être le signal d'un enregistreur de vol a été détecté dans une zone située à plus de 3000 km au nord-est des côtes australiennes. La présidente de la Corée du Sud a présenté ses excuses personnelles aux familles des 300 morts et disparus du naufrage du ferry. Park Geun-hye s'est rendu à Ansan, une ville de la banlieue de Séoul, où un mémorial a été dressé pour rendre hommage aux victimes. Elle a ensuite regagné la capitale pour une réunion avec ses ministres. Il y a 2 jours, le Premier ministre a offert de démissionner. Le gouvernement sud-coréen a fait l'objet de vives critiques de la part des familles qui imputent notamment le naufrage à l'insuffisance des normes de sécurité en mer et dénoncent la mobilisation tardive des secours. 2 semaines après le drame, l'enquête se poursuit. Hier, 3 personnes ont été appréhendées. Des perquisitions ont été menées ces derniers jours dans les locaux des gardes-côtes et de l'agence de surveillance du trafic maritime. Le ferry transportait 476 personnes, dont 325 lycéens en voyage scolaire. Seuls 75 élèves ont été secourus. C'est dans un contexte de forte tension entre la Russie et les pays occidentaux sur la crise ukrainienne que la France lance sa mission de police du ciel en Pologne.
Annoncé fin mars par le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, 4 Rafales ont été déployés sur la base de Malbork dans le nord de la Pologne. Un déploiement qui s'inscrit dans la volonté de l'OTAN de renforcer la présence occidentale dans les pays de l'Est de l'Europe pour assurer ses États membres. Une centaine de militaires français vont être déployés pendant 4 mois dans le cadre de cette opération. Ils vont participer à l'entraînement des aviateurs polonais et assurer des missions de police du ciel au-dessus des États baltes, aux côtés de 4 avions de combat britanniques, 4 avions de chasse polonais MiG et 4 jets danois. Et puis l'Union européenne gèle les avoirs et interdit de visa 15 nouvelles personnalités russes et ukrainiennes pour leur rôle dans la crise, mais elle s'abstient de sanctions à l'encontre d'entreprises russes. Sur cette liste figure notamment la vice-présidente de la Douma d'État et le chef d'état-major des forces armées russes qui est présenté comme responsable du déploiement massif des troupes russes le long de la frontière avec l'Ukraine et de l'absence de désescalade. La liste européenne comporte désormais 48 noms. Hier, les États-Unis ont aussi sanctionné 7 nouvelles personnalités russes proches de Vladimir Poutine et 17 sociétés. Pour l'heure, l'impact des sanctions n'est pas vraiment visible. En tout cas, la bourse de Moscou a ouvert à la hausse. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi en Libye, l'explosion d'une voiture dans laquelle se trouvait un kamikaze a fait au moins 2 morts et 2 blessés dans un camp militaire de Benghazi, c'est dans l'ouest du pays. La voiture a explosé aux portes de ce camp des forces spéciales. Le gouvernement libyen ne parvient pas à contrôler les divers groupes armés constitués d'anciens rebelles qui ont contribué à la chute de Muammar Kadhafi en 2011 et qui refusent désormais de déposer les armes. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Navi Pillay, est au Soudan du Sud, chargée par le Conseil de sécurité d'enquêter sur de récentes exactions contre les civils lors des combats. Elle s'est rendue à Bor, dans l'Est, où une attaque contre une base de l'ONU le 17 avril avait fait 50 morts. Elle doit aussi rencontrer des chefs rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar, qui affronte depuis mi-décembre l'armée sud-soudanaise loyale au président Salva Kiir. Et puis les employés du métro de Londres ont entamé une grève de 48 heures qui risque de semer la zizanie dans la capitale britannique. Les syndicats entendent protester contre la suppression annoncée de 950 postes au guichet des stations. 3 millions de personnes prennent quotidiennement le métro londonien. Spectacle de désolation dans le sud-est des États-Unis après le passage de plusieurs tornades. Ces tempêtes ont fait au moins une trentaine de morts. D'après les autorités, le bilan aurait pu être plus lourd tant les tornades étaient puissantes. Mais les systèmes d'alerte ont plutôt bien fonctionné. Les habitants s'étaient massivement réfugiés dans les abris. Les États les plus touchés sont ceux des Grandes Plaines, l'Arkansas, le Tennessee, l'Oklahoma et le Mississippi. Le phénomène n'est d'ailleurs pas terminé. D'autres tornades pourraient encore balayer la zone. Selon les autorités, 75 millions de personnes sont potentiellement menacées. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. J-1 avant la deuxième séance parlementaire pour l'élection d'un nouveau chef de l'État. Tamam Salam rejette une nouvelle fois la prise en charge du pays par son gouvernement en cas de vide présidentiel. Rassemblement massif à Beyrouth des fonctionnaires et enseignants pour l'approbation de la grille des salaires. Les manifestants se disent prêts à tout, y compris à la grève ouverte si nécessaire. Au moins 45 morts et une centaine de blessés dans la chute d'obus de mortier sur un institut d'études religieuses du centre de Damas. À Homs, un double attentat fait 37 morts, dont des femmes et des enfants. Et puis au Proche-Orient, nouvel échec des négociations de paix israélo-palestiniennes. Mahmoud Abbas se dit prêt à continuer les pourparlers s'il porte sur le tracé des frontières et le gel de la colonisation. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.